Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir PJ. Merci à toi. Alex, comment allez-vous? La forme, la pêche, chaud pour cette interview ou pas? La pêche, normalement, oui. Yes, magnifique. Bon, alors Alex et PJ, c'est la première fois que je vous vois, mais on se connaît. On se connaît par le biais de YouTube. Alors moi, je vous ai suivi il y a longtemps et c'était super, c'est-à-dire que je voyais vos vidéos, la manière dont vous présentiez votre business, etc. Et donc vous êtes venu à Dubaï et je me suis dit, ouais, ce serait intéressant de faire une vidéo business, c'est-à-dire de parler de plein de choses. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Carrément. Yes. Nous, ça fait longtemps qu'on te suit, c'est cool de te rencontrer. Tu vois. Magnifique. Bon, alors déjà, comment vous vous êtes rencontrés? Tous les deux? Ouais. On s'est rencontrés à la fac, on était dans la même classe parce qu'on avait fait un Dust métier de la forme où c'était sur sélection. Donc c'est vraiment une classe à part entière, tu bouges pas et c'est les profs qui viennent et qui tournent les uns après les autres. Donc on était 30 élèves. Ok. On s'est retrouvé au Dust métier de la forme à Lyon, Lyon 1, Ouais. pour devenir coach sportif, préparateur physique. D'accord. Voilà, on s'est rencontrés là-bas, on était une bande de potes, tu vois, au fond de la classe. Il n'y avait pas beaucoup de mecs, il y avait plus de filles parce que c'était fitness et musculation. D'accord. C'est vraiment très très complet. Ok. Et donc on était une série de gars au fond de la classe, on rigolait bien. Et c'était en quelle année ça? C'était entre 2008 et 2010. D'accord. Ok. On rigolait bien entre nous, voilà, il y avait un bon groupe, on était 5-6. Ouais. Et sur le coup, on était tous ensemble, c'était pas spécialement PJ et moi, c'était pas un duo. D'accord. Et puis on est sorti de la fac, derrière on s'est mis à notre compte parce que je pense qu'on avait tous les deux cette fibre-là, l'entrepreneuriat. C'était le début, tu sais, de l'auto-entreprise en France où c'était vraiment simplifié, etc. Et un pote à nous a proposé d'être en gros sous-traitant pour une start-up qui se lançait de coaching de luxe dans les centres équestres, dans les golfs, etc. D'accord. Donc nous, en auto-entreprise, tout de suite, on a commencé, on est allé là-bas, on s'est lancé. Ah, bien sûr, à côté, on avait pris plein de contrats aussi avec des salles de sport, avec des associations. C'est-à-dire des contrats? Quand tu es auto-entrepreneur, tu peux intervenir dans des salles de sport comme un salarié. Comme un salarié, mais coach. tu factures à la fin du mois tes heures. Excellent. Voilà, tu n'as pas la sécurité d'un salarié. Bien sûr. Mais tu peux facturer plus cher. Si tu es bon, encore plus cher. Si tu ramènes du monde, encore plus cher. On donnait beaucoup de cours collectifs en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il dit on avait les deux mentions fitness et muscu, on donnait beaucoup de cours collectifs. Excellent, ok. Et en fait, le step, l'aéro et tout. Voilà, on a fait tout ça. Nous. Et en fait, comme, même dans les associations et tout, et comme il le dit, tu es en auto-entreprise, donc si t'es pas bon, tu es très vite viré, mais si tu es bon, tu peux très vite renégocier. Donc forcément, tu fais en sorte d'être bon, que tes cours ils soient pleins, que les gens soient contents. Magnifique. Et ça, c'est votre premier business. Et donc, mais là, vous étiez… Chacun de notre côté. Chacun de votre côté. côté. Parce qu'auto-entreprise, t'es tout seul. Bien sûr. Donc, et puis on se rejoint dans cette start-up-là qui veut développer le coaching de luxe, qui nous… Bien sûr, qui nous vend très bien le projet. Et tout de suite, nous, on se dit qu'il y a un truc, il y a un potentiel. On entend des chiffres, tout de suite, ça nous fait rêver. Et on se retrouve vite, en fait, PJ et moi, à être du matin au soir, enfin, quand on avait notre temps libre et qu'on ne travaillait pas dans les salles, etc., ou pour le coaching, à démarcher dans les centres équestres, dans les hôtels, à faire des séances gratuites, des échauffements, des étirements pour les golfeurs. Et en fait, on se rend compte, on se dit, mais nous deux, on est toujours là. Moi, j'habitais à Grenoble, en plus, à 100 km. Ouais, c'est ça, c'était loin. On est toujours là. Les mecs qui ont créé ça, bien sûr, le concept est lourd, bien, machin, mais on travaille pour eux. On lance leur boîte à eux, qui eux-mêmes avaient des jobs à côté et gagnaient bien leur vie. Je pense qu'ils ne voulaient pas quitter leur job, ils voulaient vraiment être sûrs du truc. Et puis à un moment donné, on se regarde, on voit que tous les jours, c'est nous deux avec un autre, le lendemain c'est un autre, le lendemain c'est un autre. Tu vois, là, on est en train de monter la boîte de quelqu'un d'autre. Nous aussi. Ouais, c'est ça. Tous les mercredis midi, on allait manger ensemble parce qu'on était tous les deux et on est toujours dans la même pizzeria là, tu vois. Et en fait, on se dit, mais c'est bien ce qu'on fait, mais déjà, ça marche pas tellement et c'est pas pour nous. D'accord. Alors, on s'investit comme si c'était pour nous, c'est pas le cas. Si demain ça explose, on sera juste intervenant dans cette société. Donc on commence à se dire… Et ça, c'était en quelle année? 2010. 2010. D'accord, 2010, c'était… diplôme, et en fait, on n'a jamais été salarié. D'accord. On voulait pas tous les deux, on a été spécialement… salariés avant, avec les boulots étudiants, etc. Job d'été. Mais après, quand on est devenu diplômé, on n'a jamais été salarié. Et on se disait, voilà, on déjeune et tout plusieurs fois et on se dit, bon, à un moment,
qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux? Viens, on se lance un business tous les deux. Comme je disais, on n'était pas spécialement plus potes avec d'autres, mais c'est vrai qu'on sentait que tous les deux, d'un point de vue professionnel, ça matchait bien. On sentait qu'on avait tous les deux envie. Et on se dit, il y avait un bon feeling. Oui, et puis on passait de plus en plus de temps ensemble, on rigolait. Et puis je me rappelle en plus qu'en cours, moi j'étais au fond tout à gauche, PJ il était au fond, mais plus à droite là. D'accord. On n'était pas côte à côte, donc on va dire on se découvre un peu plus. D'accord. C'est mignon. C'est bizarre ça. Et en fait, on se dit, bon, on part du constat, on n'a pas du tout d'argent. Je veux dire, on fait un peu dans les salles, on fait un peu de coaching, mais c'est les débuts. Le coaching, c'est dur en France. Tu vois, nous, on était, du départ, c'est pareil, on visait pas le moyen ou bas de gamme. Direct, on était à 60-70 € de l'heure. En France, il faut un petit peu de temps pour se faire sa clientèle. Donc, on a nos premiers clients, mais on n'a pas des milliers d'euros à investir. Donc, on se dit, ce qu'on va faire, on va faire une association. Et on ne peut pas acheter des locaux, on ne peut pas le louer trop cher. On va faire un club de sport en extérieur. On va utiliser le mobilier urbain. Ça s'appelait l'Urban Training, c'était un truc qui était un peu tendance aux USA. On se dit, bah non, on va faire l'Urban Training Révolution parce que ce sera mieux que partout dans le monde entier. On va créer un truc, vraiment un concept. Il y aura 2 coachs. Donc on a commencé à Grenoble en association, on faisait les cours tous les samedis après-midi. Il y aura 2 coachs, on encadre le groupe. Et tout ce qu'on peut utiliser, escalier, barre, branche, n'importe quoi, rebord, tout. On avait juste des plots. On prenait des pattes d'ours pour faire taper un peu les gens en boxe. Après, on avait acheté quelques élastiques. Les enceintes, de la musique. Que de la musique tout le temps. Et surtout les coachs à fond, en mode, tu sais, un peu bootcamp, en mode armée. Bien sûr, on parlait bien aux gens, tu vois, mais c'était vraiment dans le dur. Les gens qui veulent venir s'entraîner, on s'est dit, nous, ils viennent dehors, il pleut, il neige. Quoi qu'il arrive, on fait le cours. On a toujours fait cours. On a toujours fait cours. Quoi qu'il arrive, on fait. Les gens, ils veulent du dépassement, ils veulent qu'on soit derrière eux, qu'on les pousse. Donc, c'était vraiment ça notre concept. Et de la boxe, et des pompes, et des sauts. Et on avait tous les niveaux. Mais des gens qui aimaient l'extérieur, qui n'avaient pas peur de se salir. Et ça marchait très bien. Enfin, que petit à petit, c'est magnifique. Et alors, YouTube, à quel moment c'est venu? Tu vois, là, c'est là où j'allais te dire, c'est comme il dit, on avait tout niveau et direct, on a proposé débutant, intermédiaire, confirmé dans nos niveaux. Et là, par contre, en parallèle, le coaching, ça commençait à mieux marcher. On commençait à avoir pas mal de clients. Et on se dit, t'en as beaucoup, on avait des grands chefs d'entreprise sur Lyon, sur Grenoble, sur la région Rhône-Alpes. Donc, on avait commencé à faire un site commun déjà pour le coaching région Rhône-Alpes. Et on se dit, mais comment on fait pour, par exemple, ceux qu'on peut voir que le samedi, parce que la semaine, ils bossent 80 heures. Comment on fait? On va leur faire des vidéos. Et comme ça, on lui dira, lundi, tu me suis la vidéo 32, mercredi, tu me suis la vidéo 72. Donc, en fait, parce qu'au départ, on le faisait que à la main, on leur faisait envoyer des Word, des PDF, c'est super chiant à faire. Ils ne comprenaient pas quel exercice. Tu vois, tu n'as pas les conseils, tu n'as pas les astuces, tu n'as pas les vidéos. Il faut dire que vraiment, YouTube, à l'époque, c'était pas du tout ça. Ah non, c'est rien du tout. Par rapport à aujourd'hui. On tourne 75 vidéos à l'iPhone 4, c'est-à-dire qu'on posait sur un tabouret. Et sur plein de steps après. Sur des steps, ça savait pas où on tournait. Le son, il est dégueulasse. iPhone 4, mais juste ordi. Et puis on s'est dit, on va le mettre sur YouTube. C'est les débuts de YouTube. On savait même pas que ça se monétisait. Vraiment, en 2012, c'était vraiment les tout débuts. Et on se dit, on va le mettre sur YouTube parce que peut-être ça va motiver d'autres gens et ça nous ramènera des nouveaux clients. Nous, c'était vraiment dans l'idée. On met sur YouTube et ça nous ramènera des clients physiques. Et si après, on peut monter une boîte de coaching dans la France entière et que YouTube nous ramène des clients dans la France entière, on met des coachs de partout. Et donc on commence comme ça et ça fait, au début avec sa mère et la mienne qui regardaient les vidéos et au bout d'un moment on voit 300 vues, on se dit ça c'est marrant, il y a d'autres gens que nos coachs, nos parents, que nos clients et tout et après on monte à 3000, on se dit c'est dingue, 3000 vues par jour. Les mêmes gens qui reviennent, les commentaires, ah ça fait plaisir, j'attendais la vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il faut dire, aujourd'hui vous avez combien d'abonnés? Là, on a un peu plus d'1 million, on a 1 50 000 sur la chaîne principale et on a une deuxième à 400 000. Et le nombre de vues? Moi, je pense que c'est 200 millions, quelque chose comme ça, j'ai vu. Je ne saurais même pas te dire. Voilà, moi je sais que c'est 200 millions de vues. Et c'est beaucoup. Tu vois, je n'aurais jamais regardé en fait. Et donc on se met à faire ces vidéos-là jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a un potentiel sur YouTube. D'accord. Il y a des filles de l'Est, ça s'appelait Body Rock, tu te rappelles? Il y a des filles de l'Est en petite tenue, mais vraiment fit, vraiment entraînées, qui font des séances en live, tout ça. Avec un peu de montage, esthétiquement c'était bien plus joli que ce qu'on faisait parce que nous il n'y avait pas de montage, c'était du one shot, on posait, on mettait play et on nous voyait mettre stop, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était les débuts. Non mais c'est génial. Elles font des vues, à ce moment-là elles font des vues et il y a un gars qui les rejoint, je sais pas si tu te souviens. Ils étaient forts. Enfin, les vues maintenant elles seraient ridicules maintenant, mais on se disait ah ouais. Mais à l'époque, elle faisait beaucoup de vues. Elle faisait 10 000 vues, 15 000 vues. Moi, je vais juste couper un petit peu rapidement là, parce que c'est super intéressant. C'est que vous avez osé passer à l'action. On s'est beaucoup moqué de nous à cette époque. Bien sûr, j'imagine. J'imagine. Mais c'est ça ce qui vous a permis de grandir, quoi. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait ça, vous n'auriez jamais eu le niveau que vous avez aujourd'hui. Tu sais, ce qu'on faisait, c'est que
en plus de notre job, donc on se réservait une après-midi, on tournait 10 vidéos d'entraînement. Et on les faisait à fond. 10 vidéos de 12 minutes. 5 c'est lui qui coachait, 5 c'était moi. Donc tu en faisais 5 où tu tuais pendant 12 minutes vraiment à fond. Donc, physiquement c'était dur. Vraiment on avait la meilleure condition physique de notre vie parce qu'on se donnait à fond. Et on sortait. Après on faisait vite fait le montage nous-mêmes. On sortait lundi, mercredi, vendredi, 3 par semaine, donc pendant 6 ou 7 mois. Et après, sur Facebook, c'était un peu les débuts de Facebook. Et les montages, c'était vous? C'était nous-mêmes, et c'était très simple les montages. Il y avait quasiment, on mettait un titre et on cutait la fin. Et après, on partageait sur les murs de tous nos amis. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de page, on ne savait pas comment communiquer. Donc moi, tous mes potes, je vais dire mes anciens potes sur mes potes, mais tous mes potes, ils me disaient tu me saoules avec tes vidéos de merde. Donc c'est vrai, comme il dit, on se moquait un peu de nous. Tu me fais chier avec tes 12 vues, avec tes machins. Mais on se disait, si ça me ramène même que 3 clients dans le mois, c'est tout bénef pour nous, c'est de l'argent. C'est magnifique. Et jusqu'à un moment donné où vraiment on a senti le potentiel de YouTube. Ça a duré un an et demi comme ça, tu vois. On a senti le potentiel de YouTube. On s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Mais sauf que nous, pendant cette période-là, on avait développé le coaching de notre côté. Ça nous avait ramené des clients. On a vu des transformations incroyables. Ça parlait autour d'eux. Dans notre région, on était connus en coach. On était connus et reconnus. Et donc à ce moment-là, on gagnait très bien notre vie. Pour des petits jeunes de cet âge-là. Hein. C'était 20, 21, 22 ans, tu vois. On gagnait très bien notre vie, mais on a fait le pari de tout arrêter pour faire que YouTube. À l'époque. À l'époque. Waouh. On a tout arrêté parce qu'on a vraiment senti que, je veux dire, les vues, c'était pas du tout ce qui se passait maintenant, mais ça commençait à exploser vraiment. Et il y avait des gens qui commençaient à vivre de YouTube. C'était pas dans le sport, c'était dans l'humour. Les premiers, je sais pas si tu te souviens, l'humour. Après, ça enchaînait avec la beauté. Mais on s'est dit, ça va suivre. Bien sûr. Ça va suivre. Bien sûr. Et donc, on a tout lâché pour gagner 4-5 fois moins. Waouh. Après, on avait toujours notre club de sport en extérieur. Parce que c'était pas gagné d'avance, quoi. Non, et puis, on commençait à être démarchés par des grosses entreprises et même une boîte allemande et tout qui commençaient à nous dire ouais, les gars, sur YouTube, vous êtes les numéro 1 en fitness muscu. Numéro 1, on avait 20 000 abonnés. On faisait plus de vues que les Américains. Non, mais c'était fou. Moi, je me souviens, les débuts, parce que c'est là où je vous ai suivi. Et c'est vrai que le nombre de vues était impressionnant. Et en nombre d'abonnés, on en avait que 20 000. Mais il n'y avait personne qui avait 20 000, donc c'était le numéro 1. Ah non, 20 000 à l'époque, c'était. En fait, c'est ça ce qui est marrant. C'est qu'à l'époque, 20 000, c'est ça. Et on a eu une croissance. On a mis peut-être 1 an et demi, 2 ans à avoir 20 000. Et après, en un mois, on est passé à 40, en un mois à 60. Tu vois, après, on prenait 20 000 par mois. Et donc, focus sur YouTube, ça veut dire vous avez essayé de professionnaliser tout ça. Et notre club de sport. Et le club de sport, ok. Qu'on avait gardé encore, parce que c'était que qu'on a essayé de développer. On a voulu en faire une franchise, le développer dans toute la France. Et c'était très bien parti. Bien sûr. À un moment donné, on a fait le choix. Est-ce qu'on fait à fond YouTube ou on fait à fond le club? On a préféré faire YouTube parce que nous, notre kiff, c'était de toucher le plus de monde possible et de transformer. La transformation, et alors justement, sur un plan business, pourquoi YouTube et pourquoi pas les deux? En fait, le club, si tu veux, nous au départ on donnait que les cours. Après on était sur Lyon, Grenoble, Roanne, une autre ville dans la région Rhône-Alpes. Et on était sur les trois. En fait, comme nous, on prenait beaucoup de temps sur YouTube et en même temps on a développé les programmes. Parce qu'on s'est dit on veut toucher tout le monde, donc on s'est mis à vendre des programmes. Donc on gagnait, YouTube on gagnait très peu de sous avec les vues, mais ça nous faisait vendre des programmes, des PDF. Et en fait, on a dû prendre des coachs. Donc on était passé en SARL. 2013, on a créé la SARL avec des coachs qui sous-traitaient pour nous pour les cours. Sauf que un coach, il va un peu moins s'investir que toi, il va moins être plaisant avec... Nous, par exemple, on avait fait la charte. On voulait que tout le monde, tu viens à l'Urban Training, tu peux avoir 45 personnes, je veux que tu connaisses le prénom de tout le monde, ses pathologies physiques, je veux que tu motives tout le monde. On avait plein de choses comme ça hyper importantes pour nous, et parce qu'on avait compris que les gens, ils viennent aussi pour un relationnel, et surtout pousser tout le monde, toujours proposer 3 niveaux. Enfin bref, on avait fait vraiment une charte importante, et en fait, on s'est rendu compte que petit à petit, le niveau est baissé. Et c'était plus à l'image que nous, on avait de l'Urban Training Révolution. Donc finalement, on a perdu un peu de monde. On a préféré, en fait, on ne l'a pas revendu parce qu'on l'a laissé à un des coachs, à 2 coachs, un sur Lyon, un sur Grenoble. Parce qu'en fait, c'était dans plusieurs villes aussi. Nous, on ne pouvait pas assurer les cours de partout. Le but, c'était vraiment de développer au maximum. Ça a perdu en qualité. Par semaine, dans 3 villes. Et justement, alors, la qualité, pourquoi? Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire une charte avec des règles, Parce Bien sûr que pour nous, à l'époque, c'était carré. Mais maintenant, avec du recul, on sait très bien que c'était très faible ce qu'on avait mis en place. Il aurait fallu développer du contrôle, des KPI, chacun des indicateurs, des formations, tout à fait. Mais à l'époque, c'était pas encore une fois. Pour nous, et puis. Vous n'avez pas la formation sur le business. Pour nous, c'était logique. Moins le futur rayonnant que sur YouTube. Et sur YouTube. Et justement, YouTube, c'était quoi votre vision sur YouTube? Parce que c'était transformer
tout le monde. Un max en de France. monde. Ouais, ouais. En donnant des vidéos, en publiant des vidéos. Les vidéos, on a compris très vite que de faire des vidéos, de donner du contenu, de donner de la motivation, des conseils, des astuces, mais derrière, ça montrait notre savoir-faire et ça nous faisait vendre des programmes. On a très vite fait des programmes à 20 €. Voilà. Très très vite. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire l'étape d'après, c'est des programmes génériques qui correspondront au plus de monde possible. Voilà, avec à chaque fois un type d'objectif. Et ben bien sûr on essaie de l'adapter au plus de monde possible, on leur explique comment l'adapter. Mais voilà, c'est soit tu prends un coach personnel et vraiment il est sur mesure avec toi, soit nous on a les meilleures méthodes pour de manière globale. Excellent. Et donc ça, YouTube, ça vous amène du trafic, ça vous amène une visibilité et à partir de là, vous proposez vos programmes. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est en quelle année où vraiment… 2014, on va dire, c'est là où ça a commencé à vraiment bien marcher au niveau des programmes. Donc c'est devenu un revenu, bah voilà, on en parlait tout à l'heure ensemble, mais voilà, un revenu passif où on n'avait plus besoin de bosser dessus. Et comme il l'a dit, on va dire nos programmes pour 95% des gens, on a coaché avant des dizaines de personnes, on a attendu dans beaucoup de salles et je pense qu'on a toujours pris un peu ce recul de se remettre en question. Donc on sait un peu quand même voilà, les choses qui marchent. Qui ne marchent pas, etc. Et à l'époque, c'était pas très logique de faire des programmes comme ça génériques. En fait, on n'avait quasi pas de concurrents. Et justement, là c'est magnifique. Tu dis, il n'y avait quasiment pas de concurrents. Et c'est vrai, parce que moi, je me souviens, encore une fois, il n'y en avait pas 10 000. Et c'est vrai que vous étiez super visible. Et donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de concurrents. Et vous, comment vous vous êtes adapté à ce nouveau monde? Parce que moi aussi, dans mon domaine aussi, mais comment vous êtes adapté à ce nouveau monde? Très vite, il y a d'autres coachs qui ont fait des programmes, sauf que nous, on est passé à des programmes de transformation, on est passé à des programmes vidéo, application, marketing, 2015, transformation. 2015. Et puis il n'y a jamais eu, nous, on a toujours, je pense, essayé de faire les programmes les plus complets possibles. On apprend à quelqu'un. Je pense qu'on a la même réflexion que toi. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste le sport, où on va t'expliquer, te détailler en vrai, le pectoral, comment il fonctionne, où il s'insère, etc. On s'en fiche. Besoin de savoir. À moins que tu sois passionné de ça ou que c'est un métier. Ce que tu veux savoir, c'est quels sont les mouvements les plus efficaces, comment il faut que je mange, comment je prends soin de ma santé, comment j'ai un bon lifestyle. Et surtout aussi une chose que nous, je pense, qui a été notre force, c'est qu'on a été mainstream. On a voulu toucher et conseiller monsieur et madame tout le monde, la population. On n'était pas là, on n'était pas un coach pour impressionner les autres coachs. On n'en a rien à faire d'un coach. Et c'est ça ce que j'ai apprécié avec votre démarche, parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté humain, il y a toujours ce côté, voilà, la déconnade, et en même temps, ça se voit que vous maîtrisez votre domaine. Au début, on était un peu plus coincés, tu vois. Ouais, bah oui. Et après, vous êtes lâchés, quoi. On s'est rendu compte que ça changeait rien à notre business. Les gens, ils n'avaient pas moins confiance en nous, parce qu'on disait oui, bonjour, je m'appelle Alexandre. Excellent. Et donc après, en fait, là donc il y a cette phase où on commence à professionnaliser, il commence à y avoir de la concurrence, mais vous essayez d'avoir des programmes beaucoup plus costauds. Ouais, bah en fait, dis-toi juste pour préciser, 2015, on a une application qui sort avec des programmes vidéo qui se débloquent sur 10 semaines et qu'on vend 300 €. On s'est autant fait insulter qu'on a vendu de programmes. C'est-à-dire que le premier soir, on met en vente. Ah ouais, mais on s'est fait dézinguer. Pourquoi? On voit les messages avant les ventes. Ah d'accord. 300 €. Ça paraît logique maintenant, à l'époque c'était impensable. Un programme de sport 300 €. Pour la moitié des gens, on était des voleurs. Ouais, c'est fou. Alors qu'ils n'imaginent même pas l'investissement qu'il y avait derrière. Et puis même cette application en 2015. Et alors justement, c'est magnifique ça. Pourquoi vous êtes fait insulter? C'est-à-dire, ok, le prix, mais est-ce que vous, quelque part, parce que là aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des prix beaucoup plus élevés, où il y a, et aujourd'hui les gens acceptent, parce que c'est vrai que quand tu parles 2014-2015, c'est le début, il y a beaucoup de réticence. Aujourd'hui c'est normal d'acheter sur internet, c'est vraiment normal, mais à l'époque non. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait également votre offre, la manière dont vous la présentiez, etc. qui… Oui. Sûrement, il y a plein d'erreurs qui ont été faites. Nous, en fait, on s'était associé avec une boîte allemande qui était venue, qui eux, en fait, avaient tout simplement les fonds, qui étaient spécialisés dans l'application, dans le site internet. Donc justement, désolé de t'interrompre. Vas-y. Donc, parce que justement, il y a ce YouTube, vous le développez, etc. Est-ce que vous aviez une équipe à l'époque? Non, on était deux et nous, après, on avait… Comme je t'ai dit, on était passé en SRL, donc on avait les coachs sur l'Urban Training et nous on avait pris, on devait avoir que Yasmine, je pense, on devait avoir qu'une personne qui bossait avec nous, qui gérait en fait les réseaux sociaux un peu avec nous. Excellent. Donc, et là, petit manager. Ouais, très petite équipe. Et là, en fait, on se fait contacter par une boîte allemande qui voit ce qu'on fait sur YouTube et qui me dit, écoutez, nous,
parce que nous on avait déjà pas mal le programme et on bossait justement sur notre gros programme qui s'appelait le programme Apollon. On nous dit nous voilà, nous on gère, on est développeurs, on sait faire une application, on sait gérer le site, on sait faire le marketing et tout. Donc pour nous ça matchait parfaitement. Sauf que plein d'erreurs, on prend un pourcentage, on se fait défoncer sur ils sont bardés d'avocats, machin, on est deux jeunes, on se fait éclater. C'est vrai? Ok. En fait, ils prennent des sous sur notre programme. Nous, normalement, on avait un bon pourcentage sur les bénéfices, sauf qu'on dégageait très peu de bénéfices parce qu'ils faisaient en sorte de les sortir par d'autres boîtes en Hollande. Ils facturaient de la com à une boîte en Hollande qu'on a découvert qui était que c'était à eux en fait. Ah, on a pété des câbles, on est parti en Allemagne, à Berlin, je sais pas combien de fois. Mais pourquoi vous avez fait confiance à une boîte? C'est ça parce que… Sur le papier, c'était des tueurs. En fait, eux, ils avaient fait avec un coach allemand, ils l'avaient fait exploser. Donc si tu veux, tu dis, ils vont faire pareil avec nous. Tu vois, eux, ils sont trop forts sur le marketing, ils savent ce qu'il faut faire et ils avaient des bons côtés. C'est juste que financièrement, en fait, ils ont été trop gourmands et trop, entre guillemets, voleurs. D'accord. Ça aurait pu durer longtemps et être une belle histoire. Mais nous, ça nous a appris énormément. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de tout ça? Plus associé. Non, je plaisante. Non, j'exagère. Mais depuis, on s'est bien entouré. Bien sûr. On a un bon conseil, on a une bonne avocate, on fait attention, on fait des contrats, on prévoit tout à l'avance. Nous, on est arrivés, c'était tout beau, tout rose, on nous a fait des compliments, on est venu nous chercher en limousine. On est dans les plus beaux palaces. Dans des plus beaux palaces. Meilleur resto à Berlin. C'est une magnifique leçon et ça montre un peu la dureté, c'est-à-dire le monde du business, on voit que les côtés faciles, mais là on voit… Mais tu vois, en plus, c'était à un moment donné où ça, on ne le montrait pas spécialement. On ne le montrait pas parce que ça attisait la haine à ce moment-là. Je veux dire, maintenant, la réussite, elle est quand même mieux vue et bien vue sur YouTube. Il faut te dire que, tu sais, la plupart des humoristes sur YouTube qui font des podcasts, ils ont eu leurs chambres qui ont été recréées en studio. Les mecs gagnaient très très bien leur vie et ils étaient obligés de recréer leur petite chambre d'étudiants en studio. T'imagines le prix que ça coûte à un network de faire ça pour… laisser sous-entendre qu'ils sont encore étudiants, ils sont encore chez leur papa et maman. C'est dommage. Il me fait rire, mais il reste proche de moi parce que, je veux dire, mais maintenant, les mentalités ont quand même évolué. Et aujourd'hui, je pense que… L'argent reste tabou malheureusement en France, mais c'est vrai que moins qu'avant. Parce que je pense que les gens ont compris, parce qu'il y a un gros travail, un gros travail d'éducation financière. Ok, super. Donc là, vous avez beaucoup appris de choses. On est 2015 et on apprend avec eux, on apprend beaucoup le marketing. Tu vois, donc on perd beaucoup de sous. Et le marketing, vous ne l'aviez pas avant? On l'avait très très peu en fait. Donc avec eux, on apprend beaucoup Facebook Ads, c'est les débuts d'Instagram, donc comment se développer un peu sur Insta et tout. Et en parallèle, nous aussi en 2015, on lance notre première marque de vêtements, Bodytime. C'est-à-dire qu'on commence à produire nos vêtements. Enfin, on fait du merchandising. Tu vas à Paris, à Aubervilliers, tu achètes des vêtements qui sont faits en série et toi après, tu vas venir floquer ta marque. Excellent. Et nous, assez vite en fait, le merchandising ça nous plaît, mais très vite, nous on veut notre marque, notre produit, notre matière. Donc on rencontre en fait un Iranien qui bosse beaucoup en Turquie. On commence à se faire 2-3 contacts où là ils peuvent nous produire nos vêtements à nous. Et les vêtements, un coup par exemple on fait 150 pièces un ensemble, ce qui pour nous à l'époque c'était une belle quantité. Le soir on vend les 150. On se dit les vêtements on est trop fort. Et donc du coup après on a beaucoup développé la marque aussi là-dessus, sur les vêtements. Ça c'est à partir de 2015. 2015 on a démarré les vêtements. Et aujourd'hui les vêtements c'est toujours… On a 2 marques maintenant. On a une autre marque lifestyle. Alors les vêtements c'est parce que ça nous plaît, ça nous rapporte de l'argent, mais ça nous plaît. C'est pas du tout le business qui nous rapporte le plus d'argent, ou qui est le plus rentable. Parce que les vêtements, tu as du stock, tu as des tailles à gérer, tu as des problèmes, tu as des retours, il faut les concevoir. Ça prend énormément de temps, c'est un métier à part entière. Mais on a quand même réussi à faire ces 2 marques. Les 2 marques vivent bien. Mais c'est vrai que à une époque, on était plus à fond et on sortait beaucoup plus de collections. 2017-2018, on va dire, ça a été notre pic. Mais comme il a dit, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrivait plus à créer de nouveaux programmes. Vraiment, on était devenu limite que dans le textile. Donc 2015, donc 2017, 2018. On sort une collection, par exemple, on doit sortir, je crois, 70 articles d'un coup. Nouvelle collection. En fait, on s'est pris pour Adidas, machin. Collection printemps-été, on sort 70 articles. Caleçon, on a tout fait. Veste en cuir, veste en jean. La totale. 70 sur Bodytime et on crée la deuxième marque en plus en même temps. Donc en vrai, on avait une palette peut-être de 120, 130 articles différents qu'on devait sortir, sauf que faut les designer. Donc c'était nous qui designions. Donc on avait quelqu'un après qui finalisait le dessin avant de l'envoyer à la production. Il faut aller aux usines. Allez, ça vous a pris beaucoup de temps. Ça nous a fait kiffer.
Ok, d'accord. On était tout le temps en Turquie. Non, on a vraiment aimé. On a vu 45 fausses fourrures différentes. On connaît toutes les matières. Donc, on a appris un métier. On a appris un métier réellement. On s'est fait beaucoup de contacts. Ok. Mais justement, est-ce que, voilà, parce que moi, c'est ça la question. C'est donc la vision, c'est on veut se faire connaître par le plus grand nombre, YouTube. Et YouTube, là, c'était toujours au top ou ça commençait à freiner? Non, ça marchait bien. Ça marchait très bien. Parce qu'on s'est mis aussi à faire des vlogs. On était assez précurseurs là-dedans. Les vlogs, de muscu en plus. Bien sûr. Où on fait de la muscu, mais en même temps, on partage notre train de vie. J'ai même vu des vidéos. Il y avait une vidéo sur combien on gagne, combien. Voilà. De plus en plus, c'est ouvert. Et justement, comme on disait tout à l'heure, on voulait un peu montrer aux gens, on peut parler de tout, on peut être ouvert. C'est ni de la prétention, ni de la fausse modestie. On parle de tout et il n'y a pas de souci. Et les gens nous demandaient, parce que bon, ils nous voyaient, on était tout le temps en voyage. Parce que notre travail, c'était YouTube. Je veux dire, on peut travailler d'où on veut. C'est marrant. On est à Punta Cana, on travaille, on est à Tahiti, on travaille, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Thaïlande. Les gens, ils nous ont vus de partout. Donc, ils ont voyagé avec nous. Et donc, ça marchait très bien aussi à ce moment-là. On était aux États-Unis. Non, franchement. Et donc là, les programmes, ça continuait? Ça continue, mais on a lancé par exemple un nouveau programme 2016. Mais tu vois, on passait quand même moins de temps, on va dire, à développer, à réfléchir à des nouveaux programmes. Donc, on arrivait à bien gagner, mais c'est vrai que le textile, ça nous prenait un peu trop de temps. Donc, à partir de 2018-2019, on a commencé à diminuer notre investissement en termes de temps dans le textile et aussi financier, et un peu plus à commencer à se recentrer sur les programmes. Et on a eu des enfants en 2018 aussi. Tous les deux. Même une semaine d'écart. Une semaine d'écart. Je te jure. C'est magnifique. C'était pas du tout prévu. Hein, parce que faut pas penser qu'on est quand même matrixé. Non, c'était pas du tout prévu. Non, C'est arrivé. Pure coïncidence. Pure coïncidence. Et alors comment ça s'est passé justement? Parce que ça c'est compliqué. Business. Nous, je pense que ça a été une chance. Bien sûr. Que ce soit en même temps. Ce soit en même temps. Parce que tu comprends l'autre. Sinon tu aurais dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que nous, tout de suite, l'activité et notre investissement, bien sûr, il a été moins important. C'est chaud. Moins important. Alors après, voilà, ça faisait des années qu'on développait ce business. On a investi dans plein d'autres domaines. Bien sûr. Donc immobilier, trading, bourse, voilà, crypto-monnaie aussi, l'année d'après. Bref, on s'est diversifié. Beaucoup IMO et puis des business physiques aussi, parce que nous, on aime le commerce, etc. Et donc, vous avez bien diversifié vos On s'est bien activités. diversifié, on s'est bien recentré sur nos familles, on a acheté des maisons, on a fait des travaux. Excellent, excellent. Et donc là, vous êtes à quel stade sur un plan business, etc. Comment vous voyez les 5-10 prochaines années? Tu vois, et justement, alors, parce que enfant, c'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai l'impression que vous l'avez bien géré cette période. Mais est-ce que ça vous a ralenti déjà au niveau du rythme? Je pense un peu parce que, comme je disais, le textile, on a diminué. Les programmes, on a continué, ça tournait bien. On avait toujours un programme homme, un programme femme qui tournait bien. Programme perte de poids sur un mois à domicile. Donc cela, il tournait bien. Et c'est vrai qu'on a eu les enfants. Et en fait, je pense que ça nous a ralenti, mais c'est surtout, on a eu une certaine lassitude un petit peu de YouTube, on a l'impression d'un peu de tourner en rond. Donc, et comme on avait investi un petit peu à côté, c'est vrai que des fois, tu dis, ok, je fais un peu. C'est à quel moment la lassitude? C'est intéressant. Je pense avec la fatigue psychologique. Des enfants. Voilà. Je pense que c'est le fait de moins dormir. Et puis nous on s'est toujours beaucoup tiré vers le haut, mais là du coup en fait comme tous les deux on était un petit peu down, tu vois, c'est un peu moins encouragé à aller vers le haut. C'est énorme parce que moi je vais vous dire, moi aussi parfois sur YouTube, parfois il m'est arrivé de me dire j'arrête. Ou c'est bon, j'en ai marre. Et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de mindset YouTube. Mais parce que je pense que toi, parce que les gens ils voient le truc, ils se disent ouais non, c'est dur, il faut avoir envie de le faire, sinon tu craques. C'est exactement pour ça aussi qu'on a ralenti, parce qu'on l'a toujours fait avec envie. Et à partir du moment où tu es vraiment fatigué, t'as pas envie de t'exposer. Si tu te vois que ta tête elle est ultra fatiguée, que t'es pas en forme, tu as plein de trucs à faire. Imagine, on a eu un enfant, tous les deux en 2018, et un deuxième en 2020. Et on a acheté les maisons aussi en 2018-2019, tu vois. Donc beaucoup de travaux, beaucoup de choses. Et on a acheté un entrepôt. Mais tu vois, c'est maintenant 2021 où on a… Et alors justement, voilà. Yes. Donc là, il y a eu tout ça. Donc ça, c'est super. Donc maintenant… C'est magnifique, hein. On ne vit pas ça comme une mauvaise épreuve, tu vois. Moi, j'ai eu ma fille, elle est née en 2017. Et 2017, c'était la période où j'ai… Pourquoi je vous dis ça?
parce que je sais que c'est dur et je sais qu'à cette période, c'était chaud. Mais c'est la même année où j'ai créé un programme TKLFA où j'ai bossé comme un dingue. Mais en fait, mon épouse, elle a été très, très compréhensive. Et je pense que si elle ne m'avait pas soutenu, j'aurais craqué. Ouais, c'est important d'être… C'était dur, c'était dur. Parce que voilà, tu as un enfant qui pleure à 3 h du mat et puis c'est pas évident. Mais d'un autre côté, voilà, c'est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir d'avoir des enfants. Et puis nous, c'était un peu recentré parce que je pense comme toi, mais on s'en fout un peu de la fame. On fait pas YouTube pour être connu ou pour être reconnu dans la rue. On s'en fout. Nous, c'était notre passion. On aimait transmettre des choses aux gens. On aimait parler du coaching et tout. Et c'est vrai que là, on y prenait un peu moins de temps, un peu moins de plaisir. Et par contre, 2021, on a commencé l'année. Les enfants font leur nuit, on s'est remis un petit peu à zéro. On a eu l'achat de l'entrepôt. C'est ça. Donc on passe plus de temps aussi ensemble qu'avant parce qu'on se rejoint un peu plus. On a la meilleure équipe qu'on n'a jamais eue. Oui, parce que bien sûr, au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui ont intégré la société. Excellent. Donc maintenant, on a une bonne équipe, on travaille dans un beau cadre. Ça fait très peu de temps, on vient de finir les travaux. Arrête, tout ce qu'on te dit là, j'ai Steve derrière la caméra, il est en surkiff là. Il se dit on parle de moi? Non mais voilà, je veux dire, on est dans un super cadre, on a énormément de projets, beaucoup d'ambitions, beaucoup aussi énormément envie de revenir à fond, tu vois, sur YouTube, sur nos 2 chaînes. C'était comme une bonne pause et là maintenant, vous voulez tout déchirer. Et puis surtout, on a le meilleur projet, le meilleur projet actuellement là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu. Allez, vas-y, on a le meilleur projet, celui qui nous excite le plus de tous les projets qu'on a fait jusqu'ici. D'accord. Et il y en a eu. Mais vraiment, tu vois. Vraiment, c'est incroyable. C'est le club d'entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on est venu te voir, parce qu'on voulait ton expertise, on voulait les meilleurs des meilleurs au sein de ce club. C'est toi. Moi, je sais pas si j'ai le meilleur des meilleurs, mais en tout cas. Pour nous, en tout cas, dans ton domaine, tu es le meilleur. Et de loin, et je pense que la plupart des gens communauté aussi, à dire ça. Et donc on est venu ici pour rencontrer plusieurs formateurs justement qui vont nous donner des formations pour le Panthéon Business Club, qui est un club d'entrepreneurs. Donc en gros, on va donner toutes les clés à un entrepreneur pour réussir son business. Et justement, vos ambitions, c'est quoi? Tu dis toutes les clés. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment en fait créer un club français parce que voilà, on veut que ce soit que francophone pour que les gens puissent avoir les meilleurs formateurs. Français ou francophone? Francophone. Francophone, ok. Principalement français. Ouais. Parce que les événements, ça s'adresse nous aurons lieu en France. Ok, très bien. Mais le but, en fait, il va y avoir des événements trimestriels. On veut faire venir justement des formateurs, des gens qui vont venir faire un séminaire. Les gens vont pouvoir se rencontrer, parler business. Il y a déjà des formations dedans, donc comme la tienne, comme dans l'IMO, dans la crypto, franchisé, etc. Et aussi, on veut partager un carnet d'adresses. En fait, on s'est rendu compte, il y a trop de gens qui nous demandent comment vous avez fait ci, comment vous avez fait ça. Et l'exemple, tu vois, des erreurs qu'on a fait, t'en as fait aussi, voilà. On se dit, en fait, c'est dommage que tout le monde soit obligé de refaire les mêmes erreurs pour réussir. Viens, on fait un truc, on partage un petit peu les expériences de plein de formateurs, on partage leurs formations et on partage un carnet d'adresses. Quelqu'un n'a pas besoin de chercher pendant 4-5 semaines un carnet d'adresses pour fabriquer sa marque de vêtements, alors que nous on l'a fait et qu'on en a et qu'on a pris 3-4 ans à le faire et que on sait que telle usine, en fait c'est des menteurs et qu'ils sortent une qualité de merde, alors que telle usine ils sont vraiment au top. Les formateurs. Nous on est consommateurs, les gens imaginent même pas comment. Ils nous disent mais tu regardes quoi comme série? On connaît rien. Parce que nous on est consommateurs et on adore se former, les formations, tout ça. Donc tous les gens en fait qui sont dans le Panthéon, c'est parce que on les a suivis. On a suivi leurs conseils et on s'est dit ah ouais lui il est chaud, lui il est bon. Là j'ai fait des erreurs avec lui, mais lui il est vraiment bon. Et donc c'était ça vraiment le concept, et de réunir tout le monde et que ce soit en gros une franc-maçonnerie 2.0 où tout le monde va se tirer vers le haut, tout le monde va s'entraider. Quand il y a des actions à mener, tout le monde va les mener en même temps. On va tous s'entraider, on va essayer de créer des synergies entre toutes les personnes. Et ça va s'organiser concrètement comment? Et bien justement ça va s'organiser. Là début janvier, on va mettre en vente la carte de membres qui sera une carte unique reposant sur la blockchain. C'est un NFT. Donc voilà ce qui est bien. Alors pourquoi le format NFT? Pourquoi pas le faire de manière classique, traditionnelle? Le format NFT, pourquoi? Parce que déjà c'est ultra sécurisé. Donc pour refiler des codes, tout ça, ça se fait pas comme avec une formation où on aurait accès sur une plateforme de formation, tu vois. Deuxième chose, le NFT ça se revend. Ça se revend, ça peut même prendre de la valeur. Et donc en fait c'est vraiment, il y a cette notion de club, d'événement, de formation. C'est ça.
Principalement, ça va être les événements. Le plus, ça va être les formations. Et après, bien sûr, le carnet d'adresses, tout ça. Ce qu'on veut, voilà, vraiment, c'est aider les gens à développer dans leur business. Et si, comme il l'a dit, Alex, parce qu'il y en a toujours qui vont acheter et en pensant, j'achète cette formation ou j'achète ça, je vais devenir riche. Non, c'est pas ce qu'on vend. Et si tu n'es pas satisfait, revends-la parce qu'on t'a pas promis. On te propose des clés, on te propose des formations, on te propose des séminaires, tu vas rencontrer des gens qui sont intéressants pour ton business, mais derrière, c'est à toi de bosser, c'est à toi de convertir ça. Si tu penses, t'achètes, machin, bah, tu vas la revendre parce que tu seras déçu. C'est pas une baguette magique, il faut bosser bien sûr derrière. Tu vois, et puis c'est un club de personnes qui, enfin, on veut vraiment que ce soit des personnes ambitieuses et qui se lancent. Parce que bien sûr, les formations, c'est la base, le savoir, c'est la base, mais il faut aussi à un moment donné… Il faut agir. Il faut agir. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont se former toute leur vie sans jamais agir. C'est ce que tu dis exactement dans le livre, tu vois, c'est hyper important. Et il vaut mieux faire un truc pas top plutôt que voilà, de philosopher toute sa vie et tu pas passer à l'action. On est d'accord. Et vraiment, c'est vraiment et c'est le parcours, c'est ça. Vous avez appris en faisant. Le textile, on nous a dit, partez pas dans le textile, c'est un vrai métier à part, vous allez vous ramasser. Maintenant, je pense qu'on peut donner plein de conseils à de jeunes qui veulent créer leur marque de textile. On a fait plein d'erreurs, on en fera sûrement encore dans le textile, mais on a quand même appris pas mal de choses. Mais 90%, même 95% je crois des marques de textile qui se lancent ne font même pas un an. Bien sûr. Et vos plus gros fights, est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y a eu des moments, parce que c'est très difficile de bosser, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment… Non mais c'est vrai, tu veux savoir c'est un beau couple, c'est un couple, mais de YouTube… Je vais être super chiant, mais jamais. C'est fou. Jamais eu de gros fight. Non, t'es pas chiant, au contraire, c'est bien. Ouais, mais tu sais, je pense que les gens, ils ont envie un peu. Ouais, une fois, il s'est passé ici. Et en fait, physiquement, on s'est jamais battu. Si, bah en vidéo. En vidéo avec des gants de boxe, parce qu'on a fait un combat l'un contre l'autre. Même menotté une fois. Excellent. Mais c'est magnifique parce que c'est rare. Moi, bien sûr, des fois. Moi, avec ma femme, on se fight. C'est différent. Mais voilà, c'est différent. Non, mais c'est vrai que parce que je vous vois vraiment comme un couple sur YouTube, même gentil. Mais c'est-à-dire que c'est très difficile de garder le même… Et justement, est-ce que vous pensez que ça va durer? Est-ce qu'à un certain moment, il ne va pas y avoir un clash? Moi, c'est pas méchant ce que je dis. Non, mais tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a la même vision. C'est-à-dire que plein de fois, nous, on veut faire plusieurs choses. Déjà, on a toujours voulu réussir, on a toujours été très ambitieux. D'accord. Dès le début, je veux dire, quand on commence à parler, on se disait, ah, t'imagines quand on aura ça, machin. Et on se projetait quand même assez loin. Excellent. Je veux dire, les premiers trucs qu'on se disait, je veux une Ferrari. Et avant, c'était mini Dash. On l'a pas acheté pour l'instant, mais parce que Libby, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, pour nous maintenant, dans le tête, c'est si je veux, une boulette. Surtout, si je veux une Ferrari, il faut que potentiellement je puisse en acheter 3. Voilà. Si je peux en acheter 3, j'en prends une. Voilà. Et on voulait pas faire un crédit, enfin bref. Et en fait, voilà, on avait toujours cette ambition et on a toujours été d'accord, faire de l'argent, mais pas faire de l'argent pour flamber ou faire n'importe quoi. Faire de l'argent déjà pour mettre bien ses proches et faire de l'argent honnête. On n'a jamais voulu vendre un truc plein de fois. Je veux dire, on est aussi influenceur, je veux dire, comme toi, on doit te proposer des fois des placements de produits. Tiens, tu me fais ça. Mais tu sais que derrière, c'est bidon. C'est une grosse somme d'argent, mais c'est nul. Tu te couches le soir, t'es pas bien avec toi-même. On n'a jamais voulu. Donc en fait, on n'a jamais eu de gros conflits parce que je sais la vision qu'il a des choses et c'est la mienne. Donc vous avez en fait la même éthique. Je pense que vous avez les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Et justement, est-ce que vous êtes toujours aussi ambitieux? Parce que le truc, il est là, c'est qu'à un certain moment, on se fatigue ou à un certain moment, on se pose des questions. Ça a été notre période un peu plus creuse. 2018-2020. Je pense que là, maintenant, plus que jamais. Là, vous avez la pêche. Vous êtes chaud. Cette fin d'année 2021. Mais déjà, on a beaucoup de projets qui arrivent. On a créé, on n'en a pas parlé, mais on a produit une télé-réalité. Ah d'accord, excellent. On a investi 200 000 € pour produire notre télé-réalité. Wow. Donc sur YouTube, personne n'a tenté un truc comme ça. D'accord. Si on a mis sur la table ce qu'on avait. Et à chaque fois, on s'est dit, nous, on est arrivé juste ici, les gens ont aimé notre parcours parce qu'aussi on était innovants à chaque fois. Et on s'est dit comment être innovant maintenant, comment innover, etc. Et ça, c'est un projet qu'on a depuis 10 ans en tête. Wow. On a le dossier le tout début, que PJ, je me rappelle, il avait relié et tout avec, tu sais, à l'époque, il était relié et tout, vraiment en physique. Ça s'appelait le camp transfo extrême. On aimait mettre extrême de partout. Et en fait, là, on a pris 12 candidats, 6 hommes, 6 femmes. Donc, on a une équipe technique autour de 18 personnes et on a loué un domaine, en fait, où il y avait 5 villas. Pendant 28 jours, nous, on n'est pas parti sur du scandale ou quoi, c'est tous les jours, ils font nos programmes de sport, c'est-à-dire qu'ils ont 45 minutes, notre programme Beauty Time ou notre programme Wolf pour les hommes, Beauty pour les femmes. Et après, sur la journée, ils allaient avoir des activités, de l'éducation un petit peu culinaire, ils mangeaient bien sûr ce qu'il y a nous dans le programme. Et après, on leur faisait faire un peu de sport, un petit peu d'activité. Et le but,
c'était aussi bien sûr de voir les scènes de vie un petit peu parce que dans le sport, des fois, tu es un peu plus fatigué. Donc, bien sûr, on filme aussi toutes les scènes de vie qu'il y a autour. Il peut y avoir des rapprochements, il peut y avoir des petites engueulades et tout. Mais le but, surtout, c'était de montrer qu'en 28 jours, nous, on est persuadés que nos programmes, c'est les meilleurs, il n'y a pas photo. Et c'était prouvé, en fait, ceux qui se ratent chez eux, tout simplement, qui trichent, qui ne respectent pas le programme. Mais regardez, là, ils ne peuvent pas tricher, on est là. Et toutes les transfos, elles sont incroyables. Excellent. Et alors, c'est incroyable. Ça sort en mars. Wow. Ça sort en mars et on a c'est tourné vraiment un ovni dans la télé-réalité parce que ça ressemble. Et ça, ce sera sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube. En fait, on a les contacts. Et vous avez investi 200 000 euros sur ce projet. De notre poche, enfin de notre société. Bien sûr. Et tu verras que ça ressemble à rien qui existe. Bien sûr qu'on reprend Moi, j'ai hâte de voir ça. On reprend les codes de la télé-réalité, mais tu pourras pas dire c'est ça du sport ou c'est le ça du sport. C'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée. Bravo, bravo. Merci. Et donc justement, les ambitions 5-10 prochaines années, comment vous voyez? Juste pour finir avec ça, parce que je pense que ça va t'intéresser notre business model, parce que tu sais très bien que sur YouTube. Et j'ai des questions à poser également sur la team. Donc vas-y. Ouais. Sur YouTube, pour rentabiliser 200 000 euros en vues, il va en falloir des milliards de vues, des millions, on va dire, de vues. Mais justement, la monétisation, vous, sur votre chaîne, combien ça vaut Pas grand-chose. Ça paye le matériel et ça paye un cadreur, caméraman, tu vois. Non, c'est vraiment mais pas nous, ça à titre perso, on ne se paye pas avec ça. Mais le but, ce qu'il disait Alex, c'est que nous, derrière, on va vendre des programmes et surtout, on va faire une saison 2, on va faire une saison 3, mais là, on pourra aller voir des annonceurs. Parce que là, tous ceux avec qui on était en discussion, ou tous ceux qui voulaient racheter un peu le programme, parce que tu peux être racheté à Netflix, à Amazon Prime, machin, enfin bref, il y en a d'autres. Mais le problème, c'est qu'ils ont leurs codes, ils ont leurs exigences. Nous, on a toujours aimé bosser par nous-mêmes. On ne veut pas recevoir de directives si, je veux dire, on peut le faire par nous-mêmes. Et là, le but, c'est de leur prouver, regardez, nous, ce qu'on sait faire. Ok, on l'a sorti de notre poche, mais regardez, nous, ce qu'on sait faire. Maintenant, on fait une saison 2, si vous voulez participer, c'est nos conditions. Mais par contre, bien sûr, vous pouvez mettre un mais pour le moment, vous n'avez pas de sponsor, rien. Pour l'instant, rien du tout. D'accord, rien du tout. Bon, s'il y a des gens qui veulent sponsoriser. Et du coup, non, la première saison, elle va sortir. Sans sponsor, comme ça. Parce que le but, c'est de vendre la saison 2 à tous ceux qui voudront se placer dedans et qui correspondent bien sûr au programme. Et que quand on est sorti, avant même de sortir la saison 2, elle sera rentable. Magnifique. Bon, j'espère que vous apprenez des trucs sur le business. Non, mais c'est génial parce que c'est vraiment, voilà, c'est innovant, c'est original. On sent que derrière, vous avez, voilà, c'est pas sorti comme ça du jour au lendemain. Et puis, c'est une bonne idée, ce qui ne veut pas dire qu'elle va marcher. On peut se ramasser, on le sait. Hein. Mais au moins, vous avez tenté et ça, c'est génial. On n'aura jamais de regrets parce que, comme il a dit, c'est une de nos premières idées. Ça fait 10 ans, on se dit, on faut qu'on fasse. À la base, en fait, on voulait faire un camp de transformation physique. Et après, assez vite, c'est mûri. Ce serait bien de le filmer comme ça, on inspire aussi d'autres personnes. Et voilà. Et après, on ne le faisait pas parce qu'on n'avait pas le budget. Après, voilà, on partait sur d'autres projets et tout. Mais très régulièrement, on en reparlait. C'est quand qu'on se fait ce camp? C'est quand qu'on se fait cette télé? Donc, on n'aura jamais de regrets. Moi, je trouve l'idée géniale. Alors, justement, là, on a parlé de pas mal de choses, mais on n'a pas parlé de choses genre au niveau de la boîte, la structure. Donc, vous, en fait, vous êtes les boss, entre guillemets. On a 50-50. 50-50. Dans la SARL. Déjà, typiquement, pour redire, tout le monde te dira ne fais pas 50-50 parce que si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas de décisionnaire majoritaire. Mais en même temps. Mais nous, on a 55. En même temps, si vous ne faites pas ça, il n'y aurait pas eu ce rapport de confiance. Parce que, et ça aurait clashé. Donc, il valait mieux le faire 50-50, donc c'est très bien. Moi, je vous aurais conseillé de faire 50-50. Et puis, de toute manière, on prend une décision qui, si tous les deux, on est d'accord. C'est ça. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, au niveau de l'équipe, vous m'avez dit qu'on commence à structurer. Comment ça se passe? C'est-à-dire, vous avez un directeur financier, un DRH ou pas encore, un directeur marketing? Non? Non, pas tout ça, tu vas voir. En fait, si on a la SRL, après, on a créé une holding pour chapeauter parce qu'on a une SCI. Et au niveau de la société purement de la SARL, non, après, nous, on a plusieurs personnes, mais c'est plutôt, on va dire, sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui bossent sur les réseaux sociaux. On a 3 personnes en fait avec nous qui nous aident au quotidien sur les réseaux sociaux parce qu'on a différents groupes à gérer par rapport au programme. 3 personnes sur les réseaux sociaux. La com, Les réseaux sociaux, l'envoi des colis, le forum, répondre aux mails. Ça prévente. Très bien. Et puis tu sais, nos programmes aussi, t'as un suivi. Bien sûr. Nous, on peut pas être H24 dessus. Non. Mais par contre, les gens veulent une réponse rapide. Bien sûr. Et il faut que tous les jours de la semaine, il y ait quelqu'un qui puisse répondre à tes questions sur ton programme parce que tu l'as payé et parce que tu as le droit à le comprendre vraiment parfaitement. Et on a pas mal réduit les équipes. On avait 4 personnes de plus pas très longtemps. Enfin, maintenant, ça fait plusieurs mois. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était bien de grossir vite. Enfin, vite à notre niveau. Mais finalement, on n'était pas plus efficace. C'est moins productif. Et en fait, nous, on aime bien que
Bah là, on a un peu une petite famille, tu vois. On a Jessim aussi là, qui est cadreur, qui bosse avec nous depuis quelques mois, voilà. Et en fait, on a réussi à trouver des personnes. Tout le monde va dans le même sens, un peu comme nous. Tout le monde va dans le même sens, très motivé. Tout le monde est assez polyvalent. Et c'est une grosse force parce que si demain il y a un problème qu'une personne n'est pas là, nous tout le monde s'est envoyé les colis chez nous. C'est-à-dire que demain, la personne qui est responsable des colis, elle est malade ou elle a un gros problème, ce qui malheureusement peut arriver. Tout le monde est capable de vraiment dans les colis. On est parti en télé-réalité. Sauf nous, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? En très peu de temps, on recomprend, tu vois, on se met 1 heure dessus. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Mais voilà, on est parti à la télé-réalité. Jessim m'a envoyé des colis. Mais si ça devait se faire, vous l'auriez fait quoi. Voilà, parce que on dit ça, un coup en fait, on s'est fait planter par une personne qui faisait ça. Moi l'après-midi, je l'ai fait, mais c'est sûr qu'on est moins aguerri qu'elle, tu vois, que lui. Et après, on a beaucoup aussi de sous-traitants où on externalise beaucoup de choses. On a un webmaster. On a un graphiste pratiquement à temps complet qui travaille avec nous, mais il est dans une autre ville. Et ça se passe très bien, ça fait des années. C'est des gens qui sont réactifs, qui savent qu'entre telle heure et telle heure, on va appeler, on va demander ci, on va demander ça. Tu vois, on a un webmaster. On a un webmaster à mi-temps à peu près. Mais tu vois, on n'a pas de RH ou quoi parce que c'est la personne en fait qui bosse avec nous depuis 2013, Yasmine. Ouais, on peut dire que c'est elle quand même, la RH. C'est elle qui s'occupe du recrutement, mais c'est pas son job à plein temps, quoi. Je veux dire, c'est elle un peu qui chapeaute les autres personnes. On va dire c'est la boss quand on n'est pas là. Mais et donc c'est intéressant ce que tu disais, c'est ce côté familial, parce que moi aussi c'est un peu comme ça que je vois la chose. Je veux pas faire grossir. Je ne veux pas devenir. Il y a le boss de Basecamp. Vous connaissez Basecamp? C'est une application américaine très connue. C'est comme un Trello ou un Asana, c'est l'équivalent. Et le boss de Basecamp, il a dit je ne veux pas arriver dans ma boîte et être comme dans un cocktail où tu connais personne. Je veux avoir toujours. Et en fait, leur boîte elle fait quand même 100 millions de dollars par an. Hein. Mais il y a 50 personnes. Et c'est déjà beaucoup, 50 personnes. Mais ça reste, tu vois, humain, à taille humaine. Et c'est très intéressant. Et donc vous, en fait, c'est vraiment, il y a une taille humaine, il y a un truc que vous gérez bien. Ça, c'est vraiment pour Bodytime. Après, on a d'autres trucs aussi à côté. On ouvre un food truck aussi bientôt. D'accord. Voilà, dans la zone où on est, on a acheté un food truck qu'on doit ouvrir depuis 4-5 mois, mais en fait, on n'a pas l'ouvrir. On sort un nouveau programme, là, je te disais, en février, avec du matériel qu'on a dû faire fabriquer nous-mêmes. Ça nous a pris un petit peu de temps aussi. Voilà, on a le food truck, on a un autre projet aussi de vente de voitures américaines, parce qu'on s'associe avec notre voisin qui est carrossier là-bas. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que vous, c'est incroyable votre histoire. Finalement, vous êtes rencontrés à l'université et puis voilà, c'est parti. Elle est magnifique votre histoire. Et justement, alors, les conseils que vous donneriez à des jeunes et puis également, déjà on commence par cette question. Vas-y. À des jeunes, je reviendrai un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien se former, très important, s'inspirer de ceux qui ont réussi, écouter, ne pas se penser toujours j'ai la science infuse. Passer à l'action. Passer à l'action. Agir. Parce que c'est ce que vous avez fait, hein, bravo. Et la plus importante, bien sûr, rentrer dans le panthéon du Il l'a placé. Non, moi je dirais ça et bien sûr, je suis 100% d'accord. Et c'est aussi ce qui est hyper important, c'est de faire quelque chose qu'on aime et prendre du plaisir. Parce qu'il y a trop de gens, je pense, ils veulent se lancer dans un truc, je veux faire de l'argent. Tu peux pas te lancer que dans un business, il n'y a pas que l'argent qui compte. On continue les vêtements, par exemple, on gagnerait peut-être plus de sous à arrêter les vêtements et à se consacrer 100% sur les programmes ou autre chose. Ou à pas faire la télé-réalité, on a perdu énormément de temps et d'argent dans ce télé. Mais c'était un kiff, on a pris du plaisir. Et en fait, c'est bien de faire de l'argent, il faut aussi quand même se faire plaisir. Sinon, tu travailles, nous on travaille pas, on se fait plaisir. Et ça rapporte de l'argent. Tant mieux, mais je veux dire, il n'y a pas les matins où on se dit « Ah, fais chier, j'ai pas envie d'aller faire ça ». C'est notre décision à nous, donc c'est un choix, plaisir. Et je trouve que si tu parles là-dedans dans l'entrepreneuriat, tu bosses très très dur, tu vas pouvoir bosser 80 heures dans la semaine, 70 heures, parce que tu n'auras pas l'impression de travailler. Bien sûr. Alors que si ton patron te demande 70-80 heures et que tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est très compliqué. En fait, pour nous, c'est bien plus important d'être heureux et épanoui que d'avoir beaucoup d'argent. Et on en revenait tout à l'heure, on discutait de ça dans la vidéo précédente que tu nous as fait pour Panthéon. C'est que il y a la famille, les amis, le bonheur. Et si on a l'argent en plus, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. C'est clair, c'est clair. Mais avant ça, tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu n'as pas cette base-là, t'es malheureux. T'as rien du tout. T'es malheureux. Ça sert à rien. Mais vraiment, ça sert. Mais je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte, qui ont tout ça et qui veulent l'argent, qui pensent qu'à l'argent et ne se rendent pas compte de toute la chance qu'ils ont. L'argent, ça offre des choix, ça offre la possibilité, une liberté. Ça élimine ces tracas du quotidien, mais après tout le reste est bien plus important que l'argent. C'est important d'être reconnaissant de ce qu'on a
et ça n'empêche pas de vouloir beaucoup plus, de vouloir plus d'argent, machin, mais de se sentir heureux, quoi. Nous, c'est ce qu'on disait, les gens ils nous demandent, ouais, est-ce que vous êtes heureux maintenant? Mais je disais, en 2010, quand on a démarré, je veux dire, et qu'on gagnait 850 € par mois, parce qu'on était en indépendant et qu'on disait, ouais, mais tu vas dans une salle, tu vas toucher 1600 net. Ouais, mais je préfère être indépendant, et on était heureux à ce moment-là. On galérait, mais tu es content, tu étais heureux, tu vois. Exactement, c'est ça qui nous rend contents aussi, c'est de faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment cette liberté, cette possibilité d'agir. La liberté financière, la liberté d'agir, la liberté de les ordres aussi. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'autorité, tu vois. À part celle de mes parents, mais toutes les autres, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et je pense que si déjà de caractère, t'aimes pas qu'on te dise quoi faire dans la vie, il faut être entrepreneur. Bien sûr. Et justement, comment dirais-je, est-ce que pour toi, voilà, il y a un risque que votre business s'arrête, qu'à un certain moment vous disiez ça y est, c'est bon. En fait, pour moi, entrepreneur, c'est l'addition de 1000 métiers. Je pense à avoir et qu'on a acquis beaucoup de connaissances pour se retourner. On a eu plein de galères, on a toujours su se retourner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Bien sûr, mais on ne se sent jamais intouchable ou jamais à l'abri. Déjà, on n'a jamais eu, nous, une ascension fulgurante. Même si les gens, peut-être de l'extérieur, l'ont vu comme ça, ça a été crescendo, nous. Ça a toujours été crescendo. À un moment donné, on faisait vraiment beaucoup de vues pour notre domaine, pour l'année où c'était, mais ça a été quand même crescendo. Ça n'a pas été d'un mois à l'autre, comme par exemple un chanteur qui est pas connu du tout et qui fait un titre international, tu vois. Tu vois, on n'a jamais flambé, Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Les gens pensaient qu'à des moments donnés, ils se la racontent, ils montrent si. Non, on flambait pas. Pas du tout. Parce que les vrais sous qu'on avait, on les a investis, voilà, on en a notamment fait des choses pas mal dans l'IMO, donc ça te sécurise quand même pas mal, même si demain Bodytime, ça se casse la gueule, bah, on a pas mal de revenus passifs de l'autre côté. Donc c'est sympa, vous avez eu une vision liberté financière, c'est ça, hein. C'est-à-dire on diversifie nos ressources et ça vous donne plus de liberté. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est pas pour gagner plus d'argent. C'est là où tu es meilleur. Voilà. Je pense que c'est là où tu es meilleur quand tu n'as pas la pression de… C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les gens qui vraiment, ils ont plus un centime, ils veulent gagner à tout prix, c'est plus dur, tu as moins l'esprit clair. Non, j'allais dire, moi, si j'ai regardé beaucoup de tes vidéos et je continue d'en regarder quasi toutes, je vais te dire, sauf quand t'en sors 3 dans la journée. Des fois, j'arrête. Aujourd'hui, on est sorti 2. Hein. Mais tu vois, c'est parce que bah, moi, ça me plaît vraiment beaucoup, l'investissement dans la bourse, le trading, voilà. Et qu'en fait, je me forme. J'ai lu pas mal de livres, les tiens, mais aussi pas mal d'autres. Et je me dis que voilà, sur du moyen terme, j'investis sur aussi plus tard, en fait, être bon aussi là-dedans. Tu vois, j'aurai l'IMO, j'aurai, tu vois, la bourse. Si Bodytime, à un moment donné, ça se casse la gueule, mais comme malheureusement, il y en a plein qui l'ont vécu avec le Covid, si voilà, tu as diversifié un petit peu, tu te rattrapes sur autre chose et des fois même finalement tu te rends compte ça te plaît, ça cartonne. Et pour les gens, ça c'est un très bon point qu'il a dit, les gens ils le voient pas comme un investissement, c'est un réel investissement, le savoir. Bien sûr, c'est le meilleur investissement au monde, c'est Warren Buffett. Le meilleur investissement au monde c'est l'éducation parce que finalement moi quand j'étais étudiant et que je galérais mais que mon argent de poche je l'investissais dans des bouquins, dans des formations, bah aujourd'hui je vois les retours sont juste énormes. Mais à l'époque, tous mes copains ne l'auraient pas fait et ne l'ont pas fait, mais moi je l'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez dire comme mot de la fin? Commence par toi. Bah, parce que là ça m'y a fait penser, donc je vais finir avec ça, mais c'est vrai qu'aussi, nous on a toujours été très avare, on va dire, on a toujours eu énormément envie d'apprendre beaucoup de choses sur plein de trucs, tu vois. On regarde énormément de reportages sur YouTube. Sur YouTube, on nous dit c'est qui vos youtubeurs préférés? Bah, tu vois, je veux dire, bah, on regarde la bourse, on regarde l'IMO, on regarde des révélations, je sais pas moi, sur des trucs, des faits historiques, tu vois, on s'intéresse à la théorie de la relativité, machin, restreinte, machin. On a regardé plein de choses. Tu vois, j'aime trop. Et en plus, il les regarde souvent parce que tu oublies quand même, parce que c'est pas notre milieu non plus. Et en fait, on s'intéresse. Et plein de fois. Je suis passionné par l'anthropologie. Je veux dire, je vais raconter ça sur YouTube, je vais me dire, ah, ton cinéma, toi, c'est les pecs. Non, j'adore ça. J'adore ça. Et en fait, j'ai tout regardé, j'ai tout lu. Et je me tâtais même à aller à certains cours à la fac, tu vois, juste pour suivre. Parce que ça mais pourquoi pas? Si c'est une passion, fais-le. Hein. Non, et en fait, c'était juste pour dire, voilà, on s'est rendu compte que, tu sais, en fait, quand t'aimes un peu, on s'est passionné dans plein de domaines et c'était un peu un trait de caractère de vouloir toujours en savoir un petit peu plus. Et au final, bah, tu rencontres plein de choses et c'est ça être entrepreneur, c'est qu'en fait, tu prends un peu dans plein de métiers. On kiffe le marketing aussi, on kiffe l'histoire, on kiffe plein de trucs et voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Franchement, magnifique parce que moi, c'est ça ce que j'adore dans l'entrepreneuriat.
je fais du marketing, je fais du YouTube, je me forme, et en fait j'apprends, il y a beaucoup de mindset. Et en fait, tu développes, en fait tu grandis en permanence. Il y a cette phrase de Harvey Kerr, peut-être que vous connaissez, qui est « If you're not growing, you're dying ». Si tu ne grandis pas, tu meurs. Et c'est vrai qu'en fait, en entrepreneur, pour pouvoir opérer au meilleur niveau, tu dois grandir. Et grandir, c'est te former, c'est te remettre en question, c'est toujours, voilà, et c'est ce que vous avez fait, innover, apporter des choses nouvelles, parce qu'à un certain moment, tu es oublié. Et si à chaque fois tu leur proposes la même chose, ils vont se dire, bon, c'est bon. Et moi, je vois ma chaîne YouTube, c'est ça, si j'amène pas du nouveau contenu, etc., c'est bon. Et il faut s'adapter, et même pour nous, c'est stimulant. C'est-à-dire, ça nous pousse à être au meilleur niveau. Alex, ton mot de la fin. Bah écoute, je pense avoir fait un peu le tour. Non, ton mot de la fin. Je sais pas comment finir, je voulais te remercier en tout cas de nous avoir Avec grand plaisir. Vraiment, hein, parce que ce que tu nous as offert tout à l'heure, c'était incroyable. Le moment qu'on a passé et la vidéo qu'on a faite. Puis voilà, j'espère qu'on se reverra. On doit faire une séance de sport ensemble. Parce que t'es malade, tu t'es défilé aujourd'hui. Mais en tout cas, on aimerait bien aussi que tu viennes sur notre chaîne YouTube pour parler d'entrepreneuriat. Parce que tu fais très bien sur la bourse et bien sûr sur aussi plein d'autres domaines sur ta chaîne YouTube. On aimerait bien que tu viennes aussi sur notre chaîne YouTube. On fait une petite séance de muscu et puis cette fois-ci, c'est toi qui répondras à nos questions. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, c'est un énorme plaisir de vous avoir accueilli. Et n'oubliez pas d'agir. D'agir. Ciao les amis. Ciao.